Bien, nous sommes en train tout de suite d'expérimenter une manière de mieux sentir les parfums finalement. Mais c'est pas de cette façon-là qu'on l'aurait dit précisément, mais nous allons tout de suite demander à ces parfumeurs de sentir ce qu'ils entendent. Oui. Là, nous le retirons du feu. Nous retirons le fouet. Et nous posons le couvercle. Là, oui. Bien. Oui. J'ai trouvé que pendant 5 minutes, on a pu bien sentir le caramel. Oui, en fait, il faudrait préciser quelque chose. Nous avons pu sentir un fruit qui... Et pourtant, nous n'avions pas encore ajouté de la confiture. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous avions trouvé plusieurs manières de sentir la confiture, nous. Non, mais je trouve que c'est un peu ça. Bien. Alors, nous avons un portrait. Oui, pourquoi pas un portrait surprenant ici, mais c'est toujours surprenant chez Il Baggio. Donc c'est un portrait de Arciboldo. Oui, c'est ça, Arciboldo. Oui. Ici, est-ce que quelqu'un peut le décrire? Oui. Alors, c'est Est-ce que c'est la réaction en chaîne, on pourrait dire? Oh, c'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant. Oui. Bon. Oui, je trouve que c'est un portrait extrêmement intéressant. Il faudra absolument retrouver le titre de ce portrait. Alors, bon, on a le titre, c'est une huile sur bois de tilleul. Il s'appelle le feu, tout simplement. Ah, voilà. Évidemment exposé à Vienne, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie. Oui, alors, oui, effectivement. Alors, cette chevelure, moi, me rappelle beaucoup de choses, mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose à vous? Oui. Oui, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, nous avions trouvé l'expression l'étincelle du vent. Alors là, est-ce que vous pensez que ce portrait illustre parfaitement l'étincelle du vent? Et dans ce cas, comment est-ce que vous définiriez ce qu'est l'étincelle du vent? En fait, je dirais que c'est une mécanique, oui, une manière de retracer la manière de retrouver le moyen d'avoir une ligne, par exemple.
une... Oui. Que pensez-vous, par exemple, de l'information incendiaire? Alors là, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est trop facile. Ou... Oui. Oui. Oh, c'est trop facile de dire information incendiaire. Nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que la mèche représentée dans les yeux, hein, dans la bougie qui est représentée au niveau des yeux, oui, est éteinte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais l'autre mèche, en dessous, est allumée. Oui, c'est ça. Donc nous avions dit quelque chose précédemment. Oui, c'est vrai que donc c'était du pudding, oui, qui était légèrement caramélisé, mais c'est vrai que nous n'avions pas pu regarder précisément ce qui n'allait pas dans le pudding. C'est-à-dire que nous étions en train de cuire le pudding et donc le pudding, donc il faut le fouetter régulièrement et faire en sorte que ça ne s'attache pas au fond de la casserole. Oui, c'est ça. Donc si le pudding commence à s'attacher au fond de la casserole, il peut y avoir des grumeaux. Oui, donc on va faire une tarte, oui. Ah, c'est ça, tout à fait. Et il y a quelque chose, le pudding commençait à bien peut-être caraméliser au fond. Ah non, c'est pas caramélisé, mais effectivement, oui, effectivement. Mais je trouve que c'est intéressant, cette chose-là. Moi, les cheveux, je trouve cette façon de représenter les cheveux, je trouve ça formidable. Comme tous les portraits de Archibald Olbacho, oui. Cet objet nous fait penser à l'huile de noix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas du tout. Bien. Je pense pas du tout. Alors, on a la représentation d'un nez qu'on trouve très très moderne. Alors, je trouve que c'est pas mal. C'est un portrait qu'on trouve très moderne, très... comment vous le diriez? Ah oui, c'est vrai. Avant-gardiste, oui. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bien, comme d'habitude. J'espère qu'il nous en voudra pas. Enfin, je veux dire, quand on m'a dit ça, qu'il nous en voudra pas, s'il entendait ce qu'on lisait tout de suite après observer ces toiles, elle bat Joe. Oui. Donc nous allons lire encore un extrait des odeurs, la civilisation des odeurs de Robert Mouchembled, donc édition Les Belles Lettres. Alors évidemment, c'est provocateur et on est resté sur les odeurs de femmes. On n'est pas en train de stigmatiser les femmes, bien sûr que non. On est bon. Ça a le mérite au moins de nous faire beaucoup rire. Oui. Alors ici, c'est pas forcément très drôle, mais il faut le lire. Alors, attendez voir. Du règne d'Henri II à celui de Louis XIII, l'interdit de la sexualité hors mariage constitue une priorité religieuse, politique et judiciaire. De spectaculaires exécutions publiques transforment certains transgresseurs en exemples donnés aux foules. La mise en scène de leur punition, de leur repentir public vise à livrer une leçon édifiante à la multitude pour mieux enraciner les normes solennellement réaffirmées. Le 2 décembre 1603, Marguerite et Julien de Ravalais, de Tour-la-Ville, jeunes nobles normands, frères et sœurs, respectivement âgés de 17 et 21 ans, sont décapités place de Grève à Paris. Marguerite a commis un inceste avec Julien, dont elle a eu une fille. Oui. Eh bien, nous sommes dans une thématique le cas est aggravé par une atteinte au sacrement conjugal car elle est mariée à un homme plus âgé qu'elle. Donc, fin de la première partie. Bon, nous, on voulait une pause avant de pouvoir poursuivre sur cette thématique extrêmement dérangeante. Nous demandons à tous les auditeurs de savoir si c'est une thématique qui vous dérange. Oui, beaucoup. On est tellement embêtés de savoir ce que ça voulait dire véritablement inceste, parce que on veut savoir si c'est très embêtant l'inceste pour tout le monde. Non, on parle de l'inceste de rien. On parle de l'inceste de rien. Mais en fait, non.
je veux dire, on parle pas des jeux, oui, parce que bon, non, on n'est pas en train de parler, bon, pour certains, mais de ce que les enfants peuvent imiter. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, c'est plus du théâtre, c'est plus, oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Oui, non, oui, ça n'a rien à voir. Oui, très bien. Ils ont 17 et 21 ans quand même. Oui, tout à fait. Ah non, c'est pas ça ce dont on parle. Ah, tiens. Oui, non, pas du tout. Et puis bon, jamais comme ça. Ici, il y a eu un inceste et il y a eu une fille qui est née. Oui, c'est ça, quand même. Donc 17-21 ans, oui, c'est ça. Donc on reprend, oui, on va reprendre. Donc le 2 décembre 1603, Marguerite et Julien de Ravalais, de Tour-la-Ville, jeunes nobles normands, frères et sœurs, respectivement âgés de 17 et 21 ans, sont décapités place de Grève à Paris. Marguerite a commis un inceste avec Julien, dont elle a eu une fille. Le cas est aggravé par une atteinte au sacrement conjugal, car elle est mariée à un homme plus âgé qu'elle. Le chroniqueur Pierre de l'Estoile commente sobrement leur fin, en ajoutant que le père avait failli obtenir pour eux le pardon du roi, au pied duquel il s'était jeté, mais que la reine s'y était opposée à cause de l'horreur du crime. En 1604, un canard, texte imprimé à faible coût, dénonce impitoyablement leur méchanceté. En 1613, François de Rousset leur consacre la plus célèbre de ces histoires tragiques. Notre siècle, écrit-il, est l'égout de tous les autres. Cependant, Dieu ne laisse rien impuni. Il dramatise le récit de leurs derniers instants en mettant dans la bouche de Marguerite des paroles de repentir. « Seigneur, nous avons péché. Pardonnez notre iniquité, comme aimant les humains en qui les vies sont attachées dès le ventre de leur mère. » Tous les assistants présents, bourreaux compris, pleuraient à chaudes larmes, assure-t-il. Or, il prend de grandes libertés avec la vérité, telle qu'elle est rapportée dans le procès-verbal officiel. Lors du prononcé de la sentence, tous deux proclament leur innocence. Marguerite assure qu'un mauvais mari était cause de sa misère, puis réclame un confesseur. Julien se comporte avec morgue, affirmant hautement ne pas avoir peur de la mort. Les émissaires de leur père les exhortent alors à supporter patiemment leur punition. Marguerite demande pardon à ses parents, à ses frères et à sa sœur, puis déclare également ne pas craindre le trépas, pourvu qu'elle aille au paradis. En paradis. Le greffier criminel et le confesseur sont mécontents, car ils veulent absolument leur faire avouer qu'ils ont mérité le supplice et qu'ils demandent pardon au Créateur ainsi qu'à la justice. Sous la pression, Marguerite puis Julien finissent par prononcer les paroles attendues. Marguerite se montre dès lors très éplorée, prie Dieu, baise la terre. À leur arrivée, sur les lieux de l'exécution, elle s'adresse à Julien pour lui dire « Mon frère, prenez courage, consolez-vous en Dieu, nous avons mérité la mort. » Elle est décapitée la première, puis Julien subit son sort sans parler après avoir refusé de se laisser bander les yeux. Au lieu de la repentance exemplaire imaginée par Rosset, la coupable se contente de paroles de soutien à son frère, suivies d'une formulation de son propre sens de responsabilité, tandis qu'il garde un mutisme obstiné, refusant d'admettre ses fautes. La dissemblance prend probablement sa source dans une très nette différence de perception de la sexualité par les deux genres. Les hommes ne font pas l'objet, en la matière, d'une pression culpabilisante aussi intense que celle qu'ils exercent sur les femmes. Oui, il y a... alors c'est surprenant cette manière de décrire les choses. Oui, bon, on est au XVIIe siècle, hein. Oui, donc, ça c'est vrai. Il y a quelque chose qu'il faut recontextualiser. Oui, tout à fait. Alors, on est surpris par la manière dont les choses sont écrites. Oui, parce que pourquoi c'est dit de cette façon-là? Que les enfants puissent faire. Oui, non, mais bien sûr. Effectivement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Nous essayons d'avancer dans la lecture du texte. Il faut calmer ces personnes dans un premier temps. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Mais je suis pas d'accord parce que ces gens-là, ces personnes insistent pour dire qu'il y a eu un grand problème dans la manière
de ne pas parler du sujet. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'objet d'une discussion, puis d'une écriture de texte. Oui. Donc on ne veut pas forcément développer. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Oui, mais parce qu'on ne veut pas en parler. Oui, alors, on ne veut pas en parler. Alors, donc, nous allons lire alors un autre texte. Et donc, vous allez voir, nous allons voir si vous comprenez. Le Pro-Quinctio est un document intéressant pour l'histoire de la prêture au temps de Sylla. On a d'autres exemples de la partialité des prêteurs pour leurs amis politiques, du déni de justice dont leur adversaire était victime. Contre ces abus, il y avait un double correctif, la distinction des fonctions de magistrat et de juge, l'intercession des tribuns, de la plèbe, contre les décrets iniques des prêteurs. Le Pro-Quinctio signale une conséquence du premier correctif, une limite à l'application du second. Le juge est indépendant vis-à-vis du prêteur quant à l'appréciation du fait. Il a seule qualité pour décider s'il est suffisamment éclairé pour statuer. Le magistrat ne peut fixer d'avance la durée de la plaidoirie d'un avocat. L'intercession d'un tribun de la plèbe, en vue de paralyser un décret de prêteur, doit, pour être efficace, avoir le caractère d'un secours exceptionnel. Elle est sans valeur si ce n'est qu'un moyen de gagner du temps. Le droit d'intercession ne peut s'exercer d'une manière arbitraire. Oui. Nous avons répondu? Oui. Il y a un autre... il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter. Un instant. L'affaire avait en apparence un objet nouveau. Il s'agissait non plus de liquider une société, mais de recouvrer une créance que Sex Naevius prétendait avoir contre la succession de C. Quinctio. En réalité, il existait entre les deux affaires un lieu étroit, un lien étroit. Prévoyant qu'il n'avait aucune chance de succès dans un procès de société soumis, d'après l'usage, à l'arbitrage d'un homme de bien, Sex Naevius n'avait que la ressource des plaideurs malhonnêtes, tenter une diversion, employer des moyens de procédure à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été établis. Il profite de l'absence de P. Quincius, qu'il dit être son débiteur, et se fait envoyer en possession de ses biens. C'est un moyen de le placer dans une situation très difficile. C'est le mettre hors d'état d'exiger de longtemps la liquidation de la société, peut-être même le disqualifier à tout jamais. Donc, Cicéron, discours, nous avons le premier livre. Bien. De quoi s'agit-il sinon? Oui. Revenons alors au portrait. Je trouve que le discours était extrêmement important.